Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble au sommaire de ce dernier journal. La lutte contre le sida avance bien en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de lutte contre la maladie dresse un bilan positif. Depuis la fin de l'année dernière, l'on note une baisse de 70% du nombre de décès liés au VIH. Le Conseil s'est réuni pour la première fois depuis la fin de la crise sanitaire due au coronavirus. C'est un jour de fête ce vendredi en France. La fête nationale du 14 juillet a été célébrée en grande pompe. En Côte d'Ivoire, la résidence de l'ambassade de France a accueilli plusieurs personnalités de haut rang, dont le vice-président de la République, la première dame ou encore des membres du gouvernement. Retour sur cette célébration dans ce journal. Et puis, les réflexions se multiplient pour canaliser l'important flux de migrants dans le nord du pays. Le Conseil national de sécurité s'est tenu hier jeudi sous la présidence du ministre d'État Fidel Sarasoro, secrétaire exécutif du Conseil. La Côte d'Ivoire veut renforcer la politique d'accueil des réfugiés. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Une note de politique pour commencer. Le RHDP est en ordre de bataille pour les municipales et les régionales 2023. Les candidats du parti au pouvoir ont été officiellement présentés ce jeudi au président du parti. Ils sont au total 331 candidats à tête de liste félicités par Alassane Ouattara. Le président du parti appelle à la discipline et à s'éloigner des velléités de candidature indépendante. Viviane Aïma. À un mois et demi de la grande échéance électorale du 2 septembre prochain, le RHDP vient d'investir ce jeudi 13 juillet ses 231 représentants qui vont partir à l'assaut de toutes les régions et localités du pays pour lui assurer la victoire à ses consultations municipales et régionales. L'enjeu est d'autant plus important que le RHDP a réuni son conseil politique avec à la tête le président du parti. Détermination et confiance sont les maîtres mots pour ce parti qui se prépare pour ses consultations électorales depuis plus d'un an. Le RHDP est fin prêt, ont assuré ses généraux. Le RHDP est une redoutable machine, capable de porter toutes les ambitions que vous nourrissez pour notre parti. Nous sommes donc fin prêts pour gagner les élections locales du 2 septembre 2023. Excellences, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, ils sont donc devant vous, vos 231 représentants aux prochaines élections locales, régionales et municipales. Ils sont venus solliciter votre investiture, votre onction, votre bénédiction. Ils savent qu'ils sont les porte-étendards d'un parti prestigieux. Ils savent aussi et surtout que leur plus grande force, leur atout, est le bilan considérable de votre gouvernement dans toutes les localités de notre pays. Monsieur le Président, sur vos instructions, la sélection de nos candidats a été effectuée suivant les critères de militantisme avéré, de légitimité politique, de proximité et de solidarité avec les militants et l'ensemble des populations. Les décisions qui ont sanctionné cette procédure de sélection ont été prises après de longs mois d'échanges et environ 5 réunions du Présidium que vous-même, Excellence, Monsieur le Président, vous présidez. Les candidats que vous allez investir ce jour pour défendre les couleurs de notre parti dans l'ensemble des circonscriptions électorales du pays sont nos meilleurs étalons. Pour leur investiture, chacun des 231 candidats tête de liste a reçu un parchemin portant l'onction du président du parti, consistant en une adresse particulière à chacun, ainsi que les instructions de la haute hiérarchie du parti. Ils sont envoyés en mission pour compétir, mais surtout conquérir la victoire. Monsieur le Président de la République, au nom de tous les candidats, nous vous disons grand merci pour cette onction que nous recevons de vous ce jour. Et vous promettons une victoire écrasante et éclatante. Merci, Monsieur le Président de la République. Commandant en chef du RHDP, le président Alassane Ouattara a validé le travail abattu par ses généraux, ainsi que les choix opérés. Il a appelé les militants à la discipline au sein du parti. Je voudrais donc dire toute ma satisfaction
de constater qu'en 17 mois, un travail important a été accompli par le directoire du parti et le secrétariat exécutif. Ce travail a permis de réorganiser le RHDP, de consolider nos acquis et bien sûr de montrer que le RHDP est le premier parti de Côte d'Ivoire. Le RHDP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous avons la majorité au Sénat, nous avons la majorité dans les régions, nous avons la majorité également dans les mairies. Donc bravo, bravo à chacune et à chacun d'entre vous. C'est dire que la restructuration du parti est en marche. Des chantiers importants sont maintenant opérationnels et d'autres ont connu leur aboutissement. Je voudrais dire que ce travail important, dès le mois de novembre 2022, nous avons demandé au directeur du parti de prendre toutes les mesures nécessaires pour une bonne préparation des élections locales à venir. Les élections locales qui sont maintenant fixées au samedi 2 septembre de cette année. Je voudrais exprimer ma pleine satisfaction quant aux résultats obtenus à l'issue de ce processus. Que c'est un processus qui a été non seulement minutieux, mais qui a eu la participation de nombreuses personnalités de la base au sommet. Et bien évidemment, dans ce genre de situation, il y a toujours des mécontents, des frustrés, ce que je comprends moi-même. Et je voudrais que vous sachiez qu'en politique, il y a toujours une prochaine fois. Et il ne faut pas se décourager. Vous vous souviendrez que moi, ma candidature aux élections présidentielles a été donc rejetée plusieurs fois. Même ma candidature aux élections législatives de 2000, c'est ça, de 2000 à Congo, quand même qui est le sol de mon arrière-grand-père, l'empereur Sékou Ouattara, a été rejetée. Mais voilà, aujourd'hui, je suis président de la République. Donc, voyez-vous, ne vous découragez pas. Il y a un temps pour tout et je crois qu'il faut faire confiance au parti, faire confiance au processus et vous dire que nous essayons de tenir compte de l'intérêt supérieur du parti et nous avons quelquefois fait des arbitrages qui ont pu frustrer quelques personnes ici et là. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire que ceux qui n'ont pas été retenus ne doivent pas se présenter en candidat indépendant. Je vous le demande. Ceci est très important pour notre parti parce que vous voyez, notre parti est un modèle de démocratie interne. Et je crois savoir si la presse dit les choses correctement. Quand je vois les bagarres à droite et à gauche, en haut et en bas, donc je voudrais dire que c'est le seul parti où les choses se sont faites de manière organisée, structurée et en essayant d'engager chacune et chacun de vous dans le processus. Donc je voudrais compter sur vous, chères militantes et chers militants. Nous devons faire en sorte que la discipline soit vraiment le mot d'ordre pour chacun des candidats et chacun des militants et que nous serons véritablement intraitables concernant les candidatures indépendantes. Certains d'ailleurs qui n'ont pas été retenus m'ont interpellé et j'ai passé des week-ends à les recevoir et à leur expliquer que cela était nécessaire pour l'équilibre et pour le rassemblement, pour l'élargissement du parti. Donc je pense que ceux à qui je m'adresse me comprennent bien. Mais je sais aussi qu'il y a des querelles personnelles
entre les responsables dans tous les partis politiques. Quand quelqu'un n'est pas retenu, il se débrouille, il cherche quelqu'un qui soutient pour être candidat indépendant. Alors si on attrape un responsable, si j'attrape, alors je vais prévenir les uns et les autres. Si j'attrape des gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Donc, à bon entendeur, salut! Poursuivant, le président de la République a prôné des élections apaisées, utilisant un ton ferme. Après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT, des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Le RHDP est donc fin prêt pour la conquête des urnes. Ces 231 fantassins sont d'ores et déjà en mission depuis ce jeudi 13 juillet. Et à la suite de cette présentation des candidats du parti, les réactions des cadres du RHDP et des militants ne se sont pas fait attendre et ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Nous pensons sincèrement que le RHDP appréhende ces élections avec suffisamment d'armes et suffisamment de résultats qui aujourd'hui rencontrent l'assentiment des populations, ce qui nous permet au RHDP d'aller à ces élections avec suffisamment d'assurance. Et nous le disons parce que véritablement, le produit que nous vendons aujourd'hui, le produit Alassane Ouattara, avec ses actions et ses visions qui sont aujourd'hui prouvées sur l'étendue du territoire national, qui donnent aujourd'hui une autre image positive à la Côte d'Ivoire, font que les Ivoiriens et les Ivoiriennes, dans leur diversité, vont accueillir nos candidats et ils vont leur permettre de poursuivre ce grand travail qui est donc entrepris par le président Alassane Ouattara pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Bonois n'est plus un terrain difficile pour le RHDP parce que depuis plus d'un an, nous avons investi le terrain et nos parents ont commencé à comprendre que les actes de développement que pose le président, son Excellence Alassane Ouattara, partout en Côte d'Ivoire, parlent en sa faveur. Et le candidat que je suis pas favori pour ces élections parce que les populations de Bonois ont compris que leur avenir est au RHDP, aux côtés de son Excellence Alassane Ouattara, pour tourner la page de la division, mais pour tendre la main au développement. Alors donc, Bonois est désormais résolument engagé aux côtés du président Alassane Ouattara pour qu'advienne la paix, pour qu'ensemble nous puissions construire un Bonois nouveau, un Bonois transformé, un Bonois où il fait bon vivre. Nos chances sont énormes dans la mesure où le travail a été abattu, les élections, on les a préparées depuis notre précédente élection, donc nous sommes prêts à affronter le terrain. Les projets de développement ont été déployés sur le terrain, des écoles, les centres de santé, tous les villages de la commune de Logoualé électrifiés. Le président de la République vient de valider encore des financements pour la construction de 7 châteaux d'eau dans la commune de Logoualé et la mairie va en construire également 7. C'est tous les villages de la commune de Logoualé qui sont en chantier et qui sont heureux de nos travaux sur le terrain, nos travaux de développement. Donc nous partons très confiants et nous espérons gagner à pratiquement 80% sur le terrain. Aujourd'hui, nous venons de recevoir l'instruction du président de la République, chef de l'État du Côte d'Ivoire, président de notre parti. Nous sortons de cette cérémonie très galvanisée et prêts pour relever les défis à venir afin qu'au soir du 2 septembre, nous puissions gagner ces élections. Je viens d'être investi par le président du parti, le président Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux. Nous allons aller vers la population pour convaincre cette belle population de Sanguiné qui travaille avec moi depuis 5 ans. Et je pense que nous allons mieux faire. Et nous sommes mis aujourd'hui en route par le président de la République pour aller parler de développement
la cohésion sociale et de la paix. Rendons-nous à la présidence de la République. C'est là que s'est tenue aujourd'hui la 9e session du Conseil national de lutte contre le sida. La maladie est en plein recul dans notre pays. Depuis fin 2022, on note une baisse de 66% du nombre de nouvelles infections et de 70% du nombre de décès liés au VIH. Ces progrès ont été annoncés sous le regard du vice-président de la République et de l'invité spécial de cette 9e session, la première dame Dominique Ouattara, Mahama Traoré. Le Conseil national de lutte contre le sida reprend ses sessions après 3 années de suspension pour raison de crise sanitaire. Cette 9e du genre est présidée par le vice-président de la République, représentant le président de la République Alassane Ouattara, également président du Conseil national de lutte contre le sida. La première dame Dominique Ouattara en est l'invitée spéciale, elle qui, pour l'occasion, se voit distinguée commandeur dans l'ordre de la santé publique, en plus d'un trophée qu'elle reçoit de la part des organisations de la société civile pour ses actions menées en qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Tradition oblige, chaque session du Conseil national de lutte contre le sida est le lieu de dresser le bilan, notamment celui du plan stratégique engagé par l'État de Côte d'Ivoire sur la période 2021-2025. À la fin de décembre 2022, 292 663 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 9 296 enfants âgés de moins de 15 ans ont bénéficié de traitements antirétroviraux. Nos indicateurs des 3x95 sont respectivement de 80%, connaissance du statut VIH, 90% de personnes mises sous traitement antirétroviral et 87% qui ont vu leur charge virale supprimée. Le taux de transmission mère-enfant du VIH-Sida est de 5,46%. L'analyse des tendances et la dynamique de l'épidémie montrent une baisse de 66% des nouvelles infections et une baisse de 70% du nombre de décès liés au VIH-Sida. Ces avancées ont été possibles grâce au soutien des partenaires techniques et financiers et à l'action des organisations de la société civile. Nos services ne touchent pas suffisamment ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et cette situation relève de notre responsabilité collective. J'appelle ainsi toutes les forces vives à joindre la société civile pour placer l'égalité des genres et des droits humains dans toute la diversité au premier plan des efforts. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas suffisamment accès aux informations fiables sur le VIH et n'ont pas connu les périodes sombres où le sida faisait tant peur. Nous devons les protéger et éviter un rebond de l'épidémie. Nous devons vulgariser l'accès à l'information pour ces jeunes et assurer leur accès aux préservatifs pour leur permettre de se protéger contre l'infection à VIH, les autres infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Il faudra encore redoubler d'efforts pour éradiquer le VIH-Sida de la Côte d'Ivoire d'ici 2030. Pour exemple, 63% des nouvelles contaminations surviennent chez les femmes, un combat que la première dame Dominique Ouattara n'entend pas abandonner. Pour ma part, en ce qui concerne la transmission mère-enfant du VIH, j'encourage vivement toutes les futures mamans à suivre toutes leurs consultations prénatales dans les centres de santé pour bénéficier du dépistage précoce. Cette anticipation permettra de sauver leur vie et celle de leur nouveau-né. Relativement à la prise en charge des enfants malades du sida, les données récentes de l'ONU-SIDA nous révèlent qu'en Côte d'Ivoire, seulement 44% des enfants ont accès aux antirétroviraux pédiatriques. 44%, c'est pas assez. Aussi, tout en me réjouissant des acquis, j'exhorte le gouvernement et ses partenaires stratégiques à encore plus d'efforts pour rendre plus accessible le traitement pédiatrique pour une prise en charge totale de tous nos enfants malades du sida. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République indique les priorités retenues à l'issue de cette 9e session du Conseil national de lutte contre le sida. En ce qui concerne le financement, il est important que nous mobilisions davantage de ressources domestiques à travers divers mécanismes, notamment les fonds de lutte contre le sida, la fiscalité et la parafiscalité, les soutiens budgétaires de l'État et des collectivités, ainsi que les contributions propres des entreprises au profit de leurs agents.
Pour ce qui concerne la problématique liée à la communication, l'usage des nouvelles technologies de l'information et les réseaux sociaux est à encourager avec des messages plus adaptés aux différentes cibles. Enfin, la stratégie multisectorielle engagée par notre pays nécessite que tous les secteurs, et en particulier les ministères et les régions, prennent toutes les dispositions aux fins de redynamiser leurs différentes cellules focales. Un enjeu important dans l'efficacité de l'approche multisectorielle concerne l'accessibilité aux soins du fait de l'extrême vulnérabilité des patients. En 2022, le budget consacré à la lutte contre le sida était d'un peu plus de 10 milliards de francs CFA. Il reste cependant un gap de 5 milliards de francs CFA nécessaires pour l'achat des médicaments antirétroviraux et les intrants de laboratoire. Un gap qui, nous l'espérons, sera tout naturellement comblé pour permettre justement de lutter plus efficacement contre cette maladie. C'est un jour de fête ce vendredi en France. La fête nationale du 14 juillet a été célébrée en grande pompe. En Côte d'Ivoire, la résidence de l'ambassade de France a accueilli plusieurs personnalités de haut rang, dont le vice-président de la République, Tiemoko Meïlet Koné, la première dame Dominique Ouattara, ou encore des membres du gouvernement. Une soirée riche en couleurs qui était aussi l'occasion de réaffirmer le lien séculaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Le point complet de notre équipe de reportage dans nos prochaines éditions. Et nous vous le disions en titre, la Côte d'Ivoire veut renforcer l'assistance aux réfugiés dans le Nord. À la date du 10 juillet 2023, ce sont 29 344 réfugiés rapportés dans le pays selon le HCR, dont plus de 17 000 dans le Bunkani et 11 000 dans le Tchologo. La deuxième réunion de coordination d'assistance aux réfugiés s'est tenue hier jeudi 13 juillet à Abidjan. Elle a été présidée par le ministre d'État Fidel Sarasoro, secrétaire exécutif du CNS. Le Conseil a dressé le bilan de l'important flux des réfugiés dans le septentrion ivoirien, ainsi que leurs conditions d'accueil. On voit cela avec Konaté Moussa et Kader Bachil. 29 344 réfugiés enregistrés à ce jour dans le nord du pays selon le HCR, dont plus de 17 000 dans la région du Bunkani et plus de 11 000 dans le Tchologo. Les infrastructures devant servir pour leur relocalisation sur des sites de transit sont disponibles. Ce sont entre autres informations données par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité préside la deuxième réunion de coordination du mécanisme d'assistance aux réfugiés dans le nord du pays. Et nous avions convenu que nous allions nous retrouver régulièrement pour faire le point de la situation humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, situation qui est consécutive au flux de réfugiés dans notre pays. Cette deuxième rencontre a vu la participation des ambassadeurs, des organismes internationaux dans le domaine de l'humanité, le corps préfectoral, les partenaires techniques et financiers au développement et plusieurs membres du gouvernement. La première réunion s'est tenue à Ferkessédougou le 17 mai dernier. Dans un tout autre chapitre, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec le Conseil des ambassadeurs arabes en Côte d'Ivoire. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 18e sommet de l'UPCI, l'Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le sommet se tiendra à Abidjan en janvier 2024 et il était important pour Adama Bictogo d'impliquer ses représentants diplomatiques des pays islamiques pour une meilleure préparation de l'événement. C'est ce que nous dit Konaté Moussa de retour du Parlement ce vendredi 14 juillet. Abidjan va abriter en janvier 2024 le 18e sommet de l'UPCI, Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique. Pour une meilleure préparation de l'événement, le président de l'Assemblée nationale sollicite l'implication du Conseil des ambassadeurs arabes de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvions pas engager cette organisation sans échanger avec vous, qui êtes donc les représentants de ces pays en Côte d'Ivoire. Et profiter aussi pour vous informer que le comité exécutif de l'UPCI, dirigé par son secrétaire général, arrive ce week-end et que le 17, nous avons une réunion donc avec quelques parlementaires et le comité exécutif de l'UPCI. Des informations bien accueillies par les ambassadeurs qui affirment leur disponibilité. Je pense que l'ensemble de mes collègues ici présents sont favorables à ce qu'il y ait un soutien et un apport
concret pour la réussite de cette manifestation. La rencontre est mise à profit pour la remise des arrêtés de création des groupes d'amitié parlementaires avec le Djibouti et la Palestine. Comment l'Afrique du Sud est-elle parvenue à réconcilier l'ensemble de ses fils et filles après les tristes épisodes de l'histoire qui ont profondément divisé ce pays? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle se servir du modèle sud-africain pour booster la réconciliation nationale? Voilà les raisons de l'invitation du directeur du musée de Robben Island en Afrique du Sud par le ministre-gouverneur Begré Mambé. Issa Yeo y était. La réconciliation et la paix au cœur d'une rencontre à l'hôtel du district autonome d'Abidjan, au Plateau. Initiative du ministre-gouverneur Robert Begré Mambé. Jeunes, association des peuples Achan et Aké, têtes couronnées, guides religieux et hommes politiques ont partagé leur expérience en matière de réconciliation, de cohésion et de paix avec le Sud-Africain Satasivan Cooper. À travers la commission Vérité et Réconciliation, pilotée par l'archevêque Feu Desmond Tutu, j'ai beaucoup pardonné. J'ai pardonné aux personnes qui m'ont fait du mal. Le pardon vient du cœur. Il faut l'accepter et désamorcer son cœur. Le peuple africain doit véritablement s'accepter, se pardonner. Je serai prêt à vous aider à aller à la réconciliation. Le ministre-gouverneur a mis en exergue cet instant pour rendre hommage à l'homme de paix sud-africain. La réconciliation dans une communauté, c'est une opération d'alchimie interne et d'alchimie communautaire. La réconciliation formalise le social. C'est pourquoi nous sommes heureux de la présence du professeur Satasivan Cooper, qui, au-delà de la théorie sociale, a pratiqué en mettant en œuvre ce qui fonde la beauté de la réconciliation. Il l'a pratiqué. D'ailleurs, son cursus académique le prédisposait à trouver les meilleures articulations. Pour le ministre Kwadwo Konan Bertin, la réconciliation est le moteur d'une vie sociale. C'est une erreur de penser qu'aller à la réconciliation, c'est rechercher coûte que coûte son intérêt à soi. Une réconciliation qui nous profite à nous, non. C'est la réconciliation qui profite à tout le monde en même temps, c'est-à-dire au pays. Et nous sommes engagés dans ce processus. Satasivan Cooper a été honoré au cours de cette cérémonie. Il a été fait chef traditionnel. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels a procédé samedi à la vente aux enchères publiques de plusieurs biens issus du crime. Ce sont essentiellement des engins roulants, à savoir des véhicules automobiles, des motocyclettes, des engins des travaux publics. Ce sont plus de 246 millions qui ont été ainsi récoltés pour cette opération de vente. C'est la seconde du genre qui est commentée par Lanciné Bakayoko. 2 900 000. 3 millions. 3 millions 100. 3 millions 100. À 3 millions 100, on renonce. Cette opération de vente aux enchères publiques est la seconde du genre, après celle du navire confisqué le 5 mai dans les eaux ivoiriennes. Au moins 20 véhicules automobiles, une motocyclette, 24 engins des travaux publics et 15 accessoires ont été cédés à des acquéreurs. Ces véhicules qui sont en train d'être vendus résultent de décisions de justice qui ont ordonné pour certaines la saisie, pour d'autres la confiscation. Et depuis 2 ou 3 ans, donc ils présentent un risque de dépréciation qui est réel. C'est ainsi que nous avons décidé de les vendre aux enchères publiques. Par cette action de vente, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels veut non seulement améliorer l'efficacité du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais aussi financer la lutte contre la criminalité économique et financière. La vente est confiée à un commissaire de justice. Et on va s'inscrire dans son étude. On paye une caution. Donc tous ceux qui sont en train d'enchérir ont payé une caution de 500 000. Et ce sont ceux-là qui peuvent enchérir le jour de la vente aux enchères publiques. Les véhicules vendus en l'état seront réimmatriculés.
En politique, le candidat du PDCI à Cocody aux prochaines élections locales est connu. Le parti a porté son choix sur Jean-Marc Yassé, l'actuel maire de la commune. Il a été présenté à la maison du PDCI à Cocody par le général Ouassena Koné, représentant le président du parti, Henri Konan Bédié. Laure Goretti, Éric Goré. C'est le général Ouassena Koné, représentant le président Henri Konan Bédié, qui a présenté Jean-Marc Yassé, candidat à sa propre succession, pour défendre les couleurs du PDCI RDA. En le présentant, chacun doit savoir que Jean-Marc Yassé est le seul et unique candidat du PDCI RDA. Le candidat du PDCI, Jean-Marc Yassé, demande un autre mandat aux populations. Chers et honorables invités, à cette cérémonie, et mes chers militants et militantes de Cocody, vous demandez de vous associer à moi pour dire un grand merci au président Henri Konan Bédié pour la confiance politique placée en moi. J'en appelle à la responsabilité politique de chaque militant et militante pour préserver l'union, l'unité d'action politique dans le PDCI RDA et au service du PDCI RDA pour gagner tous nos combats politiques à Cocody et partout en Côte d'Ivoire. Je tends la main de l'union et de la solidarité militante à tous les militants et cadres militants du PDCI RDA. Tour à tour, jeunes, femmes, délégués et doyens du parti se sont succédés pour affirmer leur soutien. Le général Ouassena Koné, quant à lui, a appelé à la solidarité des membres du parti derrière le candidat du PDCI pour lui assurer une victoire au soir du 2 septembre 2023. Cette présentation du candidat du PDCI a enregistré la présence de Simone Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables. Dans l'actualité sportive, le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de viol et tentative de viol vendredi, donc aujourd'hui, par la justice britannique, 5 mois après avoir été acquitté pour 6 autres accusations de viol et d'une agression sexuelle. Âgé de 28 ans, Benjamin Mendy était réjugé depuis fin juin pour 2 accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès. Selon les informations de nos confrères de l'équipe, à l'annonce du verdict, le défenseur a fondu en larmes avant d'être officiellement relâché. On arrive au terme de ce journal réalisé par Awa Sawadogo et toute l'équipe derrière. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit en compagnie de nos programmes.